Madame, Messieurs, bonsoir. Le dialogue national, nous en parlons encore. Le dialogue devrait se tenir où? À Kinshasa, en dehors du pays. Avec qui comme participant d'abord et avec qui comme médiateur? Pour parler de quoi et résoudre quoi? Nous allons en parler tout à l'heure. Dans cette émission, on va revenir sur une question d'actualité liée au fait que les FARDC ont récupéré la ville d'Ouvira, alors que cette ville était occupée auparavant par la coalition rebelle AFCM 23 qui, dans un communiqué, a dit la mettre à la disposition de la communauté internationale. Comment est-ce que les FARDC l'occupent? On en parle tout à l'heure dans cette émission. Notre invité, normalement, il n'est plus à présenter parce qu'il est connu. Il s'agit de Martin Mkonkole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Martin Mkonkole, vous êtes député national honoraire. Bien sûr. Vous êtes actuellement cadre d'un parti politique. Je voudrais que vous-même présentiez votre parti politique ce soir. Merci beaucoup, monsieur Ambroise. Je suis cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable président Jean-Marc Kabound. Dans ce parti, je suis le secrétaire général adjoint et porte-parole du parti. Très bien. Secrétaire général adjoint et porte-parole du parti Alliance pour le changement, dont Jean-Marc Kabound est président. Bien sûr. Je pense que vous avez passé quand même une période difficile pendant qu'il était arrêté et emprisonné. Comment ça s'est passé pour vous, au parti? Non, mais vous savez que c'est le moment qu'il est arrêté. Il avait déjà l'idée de créer un parti. Et il crée un parti quand il est en prison. Et ce n'était pas facile. Figurez-vous, quand l'initiateur n'est pas là, et vous, les lieutenants, vous restez pour concrétiser l'idée de l'initiateur, et au moment où lui-même n'est pas là, et ce n'était pas facile. Mais il faut féliciter et encourager les cadres du parti qui ont pu tenir tête jusqu'à la sortie du président. Et c'est avec sa sortie, figurez-vous, on avait introduit les dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais nous n'avions pu avoir notre agrément qu'à la sortie du président. Qu'à la sortie de sa prison. Donc ce n'était pas facile, mais malgré qu'il était en prison, son esprit était en train de diriger les cadres qui avaient adhéré à ces mouvements-là. Et nous avons félicité ces camarades qui ont pu tenir les coups et qui ont réellement confirmé qu'avec l'esprit de l'Alliance pour le changement, nous devons être un parti politique et nous nous sommes alignés dans l'opposition et nous pensons que nous sommes parmi les grands partis politiques de l'opposition pour le moment dans notre pays. Comment voyez-vous l'état d'esprit de Jean-Marc Kabound dans ce moment où il quitte, il sort de la prison, il vient, il annonce les marches, il annonce les manifestations, il fait l'opposition radicale? C'est vraiment un démocrate. C'est un monsieur qui aime son pays, et c'est un monsieur qui aime la politique, et c'est un monsieur qui aime son peuple. C'est un démocrate sorti de la prison. Il a eu un moral très haut. Il n'a jamais été parmi des gens qui pouvaient penser qu'il pouvait chercher à régler des comptes à qui que ce soit. Il a accepté tout ce qui lui est arrivé. Il a choisi son chemin. Il a estimé qu'il peut faire, il peut continuer encore à servir notre peuple en étant dans l'opposition. Et je crois qu'il est très solide, il est très cohérent. Et nous avons il n'est pas pleurnichard, hein, apparemment. Il n'est pas pleurnichard. Il est en prison, Jean-Marc Kabound en prison. Il n'est pas tombé malade, contrairement aux autres opposants. Quand ils sont en prison, ils tombent malades. Mais lui ne tombait pas malade. Non, je vous ai dit qu'il a un moral de fer. Il a un moral de fer parce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il a confiance à ses convictions. Cela ne veut pas dire qu'il ne souffrait pas. Il souffrait, mais il était dans sa vie d'opposant. Tout à fait. Il était conscient de la responsabilité qu'il venait de prendre en quittant le pouvoir pour dire qu'il s'alignait dans l'opposition parce que c'est là où il estimait qu'il pouvait bien servir notre peuple. Il a pris toutes les batteries, il les a engagées, il est resté solide jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est qu'à la sortie, il n'a pas hésité de commencer avec des actions. Il a prouvé aux gens que c'est un parti réellement de l'opposition. Figurez-vous, le seul parti, depuis le deuxième mandat, on peut même prendre le premier mandat du président Tshisekedi, il est le seul parti, et nous sommes le seul parti politique à pouvoir organiser une marche. Alliance pour le changement. Nous sommes les premiers partis politiques à pouvoir organiser une marche parce que nous avions prouvé que nous sommes dans l'opposition et nous faisons une opposition interne, nous sommes une opposition non armée
Et nous restons de véritables démocrates et nous respectons les textes de la République et nous nous battons pour la démocratie dans notre pays. Et pour vous, c'était une manière de déjouer les pronostics de l'opposition et APT dont on a parlé autrefois. Dans ces pays, on parlait de l'opposition APT, mais vous avez annoncé tout de suite les couleurs, les manifestations. On a vu Jean-Marc Abounda aller à Kanlouka où il s'est fait blesser sur une zone crânienne. Ça aurait pu être dangereux pour lui. Vraiment dire qu'il y a opposition de PT, heureusement que ça ne nous concerne pas. Nous vous avons prouvé que nous sommes une opposition solide. Nous sommes une opposition solide en interne. Nous n'avons pas souhaité prendre les armes parce que nous condamnons la prise des armes, parce que ça, ce n'est pas l'option démocratique dans un pays. Nous sommes une opposition politique dans notre pays et nous avons souhaité nous confirmer. Je vous dis, mon cher ami, ça ne fait même pas 4 ans que nous existons. Ok. L'Alliance pour le changement, nous avons 3 ans. D'ici le 24 avril de cette année, nous allons fêter notre 4e anniversaire. Figurez-vous, dans 3 ans, nous avons prouvé de quoi nous sommes capables. Nous avons justifié notre force et nous avons justifié notre volonté de pouvoir être les porteurs étendards de l'opposition politique dans notre pays. Et lors de la dernière marche qui était annoncée le 15 décembre 2025, la résidence de Jean-Marc Abounda a été assiégée par des militaires pour l'empêcher de sortir. C'est une façon de vous dire que ceux qui ont semblé dire qu'il y avait l'opposition de Pétain ont compris qu'il y avait l'opposition à Makassi. Ces jours-là, ça a été annoncé au mois de novembre. Il y a eu une conférence de presse devant la presse nationale et internationale que le président Jean-Marc Abounda avait invité pour annoncer les grandes lignes. Et parmi l'état des lieux qu'il a pu faire à son temps là, de la nation, il avait annoncé une date fatidique qui était le 15 décembre, en donnant sous forme d'un ultimatum pour dire que le pouvoir de M. Tshisekedi devrait convoquer les dialogues. Pourquoi? Parce qu'on en avait assez avec des tueries, on en avait assez avec des morts à l'Est, on en a pas seulement à l'Est, sur l'étendue nationale. Prenez les cas dans les Bandundu, ici sur place à Kinshasa, vous allez à Ituri, et ça ne faisait pas du bien. Sans compter tout ce qui s'est passé dans les Kivu, les Nord et les Sud Kivu, Bukavu, Goma, et ça, il a estimé que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas utile qu'on continue à pleurer des morts tous les jours. On va y aller jusqu'où? C'est ainsi qu'il avait proposé parmi des voies de sortie que les pouvoirs en place devraient convoquer les dialogues en interne, les dialogues des Congolais, des nationalités, pas des dialogues avec des agresseurs, pas des dialogues avec des Congolais, en y associant des forces vives de la nation, pour qu'on arrive à trouver une solution à tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Vous avez vu d'abord les dernières démonstrations. Les 6, nous avons été au Kanlouka. Oui. Vous avez vu ce qui s'était passé dans un pays démocratique. Là où, pour une manifestation, on sait que nous avons une constitution qui nous dit clairement que le pouvoir ou l'organisateur a le droit d'informer. Oui. Après qu'on ait informé, allez-y comprendre. Nous avions été bâchonnés, vous avez vu, le président était blessé. Ça, c'était presque un assassinat. Il n'était pas seul, il y avait beaucoup de camarades qui ont été arrêtés. Nous avions cité le Douglas Chibambe, qui a été aussi blessé, qui a fait plus de 15 jours à l'hôpital, aux cliniques universitaires. 15 jours 15 jours, il était hospitalisé. Après, nous tous ici, on nous a arraché tout ce qu'on avait. Nous sommes sortis de là des habits déchirés. Des habits déchirés? Des habits déchirés, des pièces, des montres, des téléphones ravis. C'est de l'intolérance politique? Mais ça, ce n'est pas... C'est ce qu'on peut appeler une barbarie politique. Les gens ne sont pas tolérants. Et après qu'on ait... Et les 15, la date qu'on avait fixée, qu'on devrait faire une marche. Vous avez vu que les 15, c'était presque une ville morte. L'avant-midi, c'était presque bloqué. Exact. Il y avait quand même... Ce n'était pas comme d'habitude. Oh, nous sommes habitués à des embouteillages. Mais les 15, vous avez vu que c'était presque une petite ville. Les gens étaient prudents. Oui, c'était presque une petite ville morte qui était déjà décrétée les avant-midi. Et nous étions quand même sortis. Mais vous avez vu... Il y a eu des arrestations, ces mêmes 15-là. Nous étions au niveau de l'échangeur. Il y a des camarades qui ont été arrêtés. Une dizaine, une centaine, jusqu'à ce qu'on a pu les libérer. Mais chez le président Jean-Marc Abounda lui-même, vous avez vu quel arsenal des policiers, des services de sécurité qui ont pu entourer. Vous avez vu combien de cabacélés, combien de jeeps, combien de véhicules pour l'empêcher de sortir. Allez-y comprendre que ce monsieur-là, ce n'est pas n'importe qui. Et avant la date du 15, il y a eu quand même un message qui est venu de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui avait annulé tous les rendez-vous
de visa Tout à fait. qui était prévu le 15 décembre. Mais c'est Qu'on peut dire que votre marche avait quand même touché une partie importante de l'opinion nationale. bien sûr, même international. National, vous avez vu que c'était presque une petite ville morte ces jours-là. International, il y avait des ambassades qui avaient pris des dispositions pour éviter tout mouvement au niveau des ambassades. Parce qu'on savait que les seuls et l'unique parti de l'opposition avait quand même décrété une activité. Pour éviter les débordements, surtout on connaît que le régime en place, il a récupéré presque les mêmes manières que le régime passé. On n'est plus tolérant, on ne sait plus respecter les droits et libertés des manifestations. C'est comme ça que même les ambassades ont crié qu'il faut peut-être prendre des dispositions afin d'empêcher les pires, parce qu'ils savaient que les pires allaient venir avec ce gouvernement qui est devenu un peu décadent, un peu... Et la question que beaucoup de gens se posent, c'est celle ils ne comprennent pas bien Jean-Marc Kabound, un ancien de l'UDPS. Il a travaillé premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il était aux côtés du président Félix Tshisekedi. Même après sa sortie des prisons, il a une position opposée au pouvoir de Félix. On aurait peut-être voulu le voir soutenir Félix par rapport à la guerre de l'Est, mais il estime que la manière dont la crise est gérée n'est pas bonne. Non, mais vous savez, si vous devez prendre bien l'évolution et l'histoire du président Jean-Marc ou de l'Europe Jean-Marc Kabondo, quand il était au niveau de l'Assemblée, vous avez vu toujours ses positions. C'est un monsieur qui est dans la logique de l'esprit de Papa Étienne de dire le peuple d'abord. Lui défend les intérêts de la population. À un certain moment, vous avez vu qu'au niveau de l'Assemblée, ça n'a pas tenu. Parce qu'il avait une vision qui était contraire à la vision qui était soutenue à ce moment-là par le gouvernement en place. C'est ce qui a coûté même son départ au niveau de l'Assemblée. C'est ce qui a coûté même son départ au niveau du parti. Il a quitté le parti parce que la conception qu'il avait n'était plus la conception qui était mise en place par le pouvoir en place. C'est ainsi qu'il a pris la liberté en tant que démocrate. Il a estimé, lui, comme il ne change pas, il reste dans sa vision, dans la manière dont il a conçu pour réellement défendre les intérêts de notre peuple, il a estimé qu'il ne pouvait plus faire partie du système de M. Tshisekedi. Il est parti. Et sorti de la prison, il continue avec sa logique, il est resté lui-même dans sa logique, ainsi en créant son parti, qui est l'Alliance pour le changement. Parce que, sincèrement, il faut reconnaître que Jean-Marc, c'est la correction des erreurs du régime en place. La correction des erreurs. C'est la correction. Du régime en place. Je vous dis, Jean-Marc, c'est la correction des erreurs du régime en place. Et s'il accède au pouvoir, il corrige. Hein? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, Jean-Marc au pouvoir, mais ce n'est plus pour longtemps. D'ici 2028, ce n'est plus pour longtemps. D'ici 2028, on organise des élections. Jean-Marc est candidat président de la République. C'est lui qui passera, qui va prendre la gestion de la République. Et vous allez voir que sa gestion, elle sera différente de celle que nous avons pour aujourd'hui. Ah, ça c'est une promesse, une prophétie. Je suis un acteur politique et je ne fais que ça comme vie, comme politique. Alors, il a demandé la tenue du dialogue national. On va parler du dialogue national. Il n'est pas encore convoqué, hein, ce dialogue national, mais il y a des tractations. Des tractations liées à ce dialogue national. On a vu le déplacement du président Tshisekedi en Angola. Il a parlé avec son homologue angolais à Lourenço. Il y a les dialogues qui est évoqué partout. Alors, comment voyez-vous les tractations liées à ce dialogue? Vous savez, monsieur les journalistes, par les temps qui courent, tenant compte de la réalité de notre pays, en suivant tout ce que nous avions comme difficulté aujourd'hui sur le plan interne, nous n'avons pas une autre solution qui peut nous permettre de ramener la paix, de ramener l'intégrité nationale de notre pays, que le dialogue. Okay. Nous estimons que le dialogue, pour le moment, c'est la seule voie qui nous reste pour ramener la paix dans notre pays. Voilà pourquoi nous nous disons, il y a eu beaucoup de tentatives au niveau international et au niveau national. Et aujourd'hui, nous estimons que la tentative du président angolais, en tant que président de l'Union africaine, vous verrez qu'il a mis son action sur le dialogue interne. Dialogue interne. La preuve en est que vous avez vu, il a commencé à inviter certains acteurs, en commençant par M. Tshisekedi, comme chef de l'État, il a été invité. Et je crois, nous estimons que pour le moment, c'est la seule voie qui nous reste pour que nous puissions ramener cette paix ici. Ça fait plus de 4 ans. L'Est est toujours en difficulté. Pas l'Est, même l'intérêt de la République. Même Ituri.
Et ça fait Tshisekedi avec un mandat, mais qui n'arrive pas à diriger l'entièreté de notre pays. C'est un problème. Nous devons lutter pour qu'il y ait réellement cette unité nationale qui doit rentrer, cette intégrité nationale et cette paix-là. Voilà pourquoi nous estimons que le dialogue, pour le moment, c'est la seule voie qui nous reste pour que nous arrivions. Oui, mais au Congo, lorsqu'on parle de dialogue national, politique, on voit le partage des postes, on voit un gouvernement de large union nationale. Vous, vous n'êtes pas de l'opposition armée, vous êtes de l'opposition non armée. C'est à ce dialogue que vous pensez? Un dialogue qui va conduire au partage de postes? Non, il faut d'abord que nous mettions d'accord, monsieur les journalistes. Il faut que les gens comprennent pourquoi d'abord le dialogue. Nous disons que c'est une voie qui peut nous ramener à la paix. Ce n'est pas un secret ici. Les fronts militaires engagés par le régime de M. Tshisekedi, il faut dire la vérité que ce front militaire a échoué. Ça fait combien d'années qu'on ne sait pas mettre dehors les Nanga et les autres au niveau de l'Est? Et les Kagame qui nous a attaqués à travers certains Congolais, les Nanga et les autres les Bissimois. Ça fait aussi combien d'années ils ont seulement l'Est là, ils n'ont jamais progressé aussi. Vous voyez que la guerre, ce n'est pas une solution. Dans les deux fronts, dans les deux cas, il s'agit des camps de M. Tshisekedi ou des camps de M. Nanga ou de Kagame, ils ont tous échoué avec les fronts militaires. Ça ne peut pas résoudre un problème. Et surtout, ces fronts militaires sont en train de causer beaucoup de dégâts au niveau de notre population, nous, en tant que Congolais nationalistes. Voilà pourquoi nous disons, maintenant, avec cette possibilité, nous n'avons pas besoin qu'on arrive à dire que le dialogue, c'est pour que nous puissions nous partager les gâteaux. Ça, c'est un faux problème. Ah, ok. C'est un faux problème. Pourquoi nous avons besoin d'abord qu'il y ait la paix. Quand il y aura la paix, vous savez, le régime actuel, ce n'est pas un régime qui est venu par des méthodes dictatoriales. M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir par la voie démocratique. Ouais. Mais nous devons l'amener dans un système de comprendre que nous, on est démocrates, on ne veut pas faire des histoires comme les Nanga qui vont prendre des armes pour déjà avoir le pouvoir. Et ça, nous nous condamnons et ils nous trouveront si leur chemin, toute personne qui peut penser qu'il peut accéder au pouvoir par la voie des armes. Okay. Et nous disons aussi que maintenant que M. Tshisekedi, il a échoué sur ses fronts militaires, Le front militaire. sur les fronts diplomatiques, il est en train de faire ce qu'il fait en international. Il y a des accords de Doha, il y a les Washington. Une avancée? On est en train d'avancer, mais on s'est dit, finalement, c'est comme si on est en train de tâtonner. Ah, ok. Tâtonnement. On est en train de tâtonner, parce que finalement, il y a des décisions qui sont prises, il y a des résolutions, des fois, on ne sait pas les mettre en application, on se demande les pourquoi. C'est ainsi que nous disons que les fronts internes restent déterminants pour qu'on arrive à trouver cette solution. Quand nous réclamons ce dialogue, c'est pour d'abord que nous restaurons l'intégrité de notre pays et nous facilitons aussi le déroulement du fonctionnement des institutions conformément à l'esprit démocratique. Ok. Nous n'allons pas nous voiler la face. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que M. Tshisekedi, qui lui-même est devenu incapable de restaurer la paix, quand nous sollicitons le dialogue, c'est pour que nous arrivions à la paix. Quand nous aurons cette paix-là, nous devons nous mettre d'accord sur la manière dont nous devons achever son mandat, s'il faut achever son mandat. Oui. Si, parce que nous n'allons pas souhaiter qu'on arrive jusqu'à la fin de son mandat sans qu'il y ait la paix, parce qu'à ce moment, il est capable de nous dire, accordez-moi le temps de continuer. Nous ne voulons pas ça. Pour que... Non. Que les élections peuvent attendre. Non. Il n'a pas réussi ce mandat-là pour nous dire qu'il y aura des esquisses. Ah, ok. Voilà pourquoi nous sommes avec lui. Vous voulez l'aider à assurer la paix pour que les élections s'organisent? Non, nous revendiquons cette paix-là parce que c'est notre droit. Nous ne pouvons pas accepter que des comptes continuent à mourir. Quand vous acceptez des responsabilités au niveau de l'État, au sommet de l'État, c'est pourquoi? C'est pour la paix, c'est pour le bien-être de la population. Mais quand on constate que cette paix n'est pas là, quand on constate que le bien-être de la population n'est pas là, qu'est-ce qu'il faut? Mais si nous ne voulons pas vous chasser. Alors, c'est clair que ce dialogue que vous souhaitez n'est pas celui du partage des gâteaux. Mais tout à l'heure, vous venez de dire que Kagame, le président rwandais, agresse la RDC au travers de certains Congolais. Vous avez cité certains, Nanga, Bissimois. Est-ce que ce dialogue pourrait séparer les Congolais des Kagame? Comment? Mais quand nous disons que nous devons nous retrouver autour d'une table, c'est nous, Congolais, entre nous. Nous, Congolais, entre nous. Nous savons que Kagame, c'est que le pouvoir en place est en train de faire avec Doha,
C'est une façon de chercher à résoudre cette question-là. Ce que le pouvoir est en train de faire avec Washington, c'est pour résoudre cette histoire-là. Nous n'avons pas besoin de Kagame chez nous. Nous n'avons pas besoin de continuer à donner de l'importance à Kagame qui est en train de nous agresser. C'est là que nous avions dit au niveau de l'Alliance pour le changement, nous regrettons de la manière dont le régime actuel ne sait pas organiser notre armée afin de bouter dehors toutes ces tentatives de Kagame chez nous. Mais quand nous nous retrouverons, nous, Congolais, autour d'une table, nous allons faire la part des choses. Nous allons faire la part des choses. Tout Congolais qui s'est compromis, nous avons quand même des lois dans ces pays ici. Une des difficultés que nous avons, c'est parce qu'on ne sait pas mettre en application des textes les lois du pays. Nous avons une constitution. Mais tout celui qui a pris les armes, il y a la loi. Mais pourquoi on ne fait pas mettre la loi en application? Pourquoi on ne peut pas exécuter les lois? Mais ils viendront quand même au dialogue, espérant trouver de vous, les autres participants, votre clémence, votre compréhension du mobile pour lequel ils ont pris les armes. Et puis les condamnés pourraient demander l'amnistie, des choses comme ça. Nous ne voulons pas qu'on confonde des choses. Les lois sont là pour sanctionner toutes les infractions commises. Ceux qui sont sanctionnés doivent exécuter, doivent subir les peines conformément à la loi. Et les autres amis que vous citez là, ils sont pour parler au niveau des droits. Il y a des solutions qui seront prises. Vous estimez qu'ils vont déjà régler leurs problèmes de l'autre côté. Mais quand ils arrivent, s'ils sont condamnés par rapport aux lois de la République, ils doivent subir les peines qui sont prévues par la loi. Nous, on n'a pas besoin de venir laver des gens. Nous ne demandons pas que le dialogue soit une façon, une possibilité de laver des inciviques. Oui, mais ils pourraient obtenir les amnisties au niveau de Doha, par exemple. Là, le dialogue ne va pas s'opposer aux décisions de Doha. Ça dépend de l'appréciation. C'est pourquoi nous disons que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Et si ça peut nous amener à une paix, si ça peut nous amener à la conquête de notre intégrité nationale, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Si ça peut nous amener à arrêter des morts, si ça peut nous arrêter cette insécurité, cette mauvaise gouvernance, je crois que nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer à une option comme celle-là. Qui peut participer à ce dialogue? Si on vous posait la question sur les participants, vous regardez, c'est vrai, de manière générique, vous parlerez de l'opposition armée, opposition non armée. Quelles sont les figures d'éproux que vous souhaiteriez voir dans ce dialogue? Moi, je crois que là, parler des figures d'éproux, ce n'est pas vraiment à mon niveau, mais nous disons il y a des tendances qui se font dessiner dans ces pays. Nous avons l'Union sacrée. Ils doivent être représentés. Nous avons l'opposition non armée que nous sommes. Nous devons être représentés. Il y a les forces vives de la nation qui doivent être aussi représentées, qu'on appelle communément société civile. Et s'ils estiment, si les organisateurs estiment qu'il faut aussi qu'on associe, parce que le dialogue que nous existe, c'est un dialogue inclusif. Nous ne voulons pas qu'il y ait quand même certaines histoires qui peuvent créer encore des soupçons. Un dialogue inclusif. Nous voulons un dialogue inclusif. S'il faut aussi, après tout ce qui se passe à Washington et à Doha, s'il faut aussi que ceux qui sont dans la catégorie de l'opposition armée, s'il faut qu'ils viennent intégrer, là ça ne dépendra pas de nous. Mais nous disons, nous avons besoin des forces vives de la nation. Nous avons besoin de cette union sacrée ici qui est en train de tâtonner. Nous avons besoin aussi de l'opposition non armée que nous sommes. Nous nous retrouvons autour d'une table et je crois que nous trouverons des solutions. Alors, ce dialogue-là pourrait avoir qui comme médiateur? Pendant plus longtemps, on parlait de la médiation de la CENCO et CC, mais lorsqu'on regarde les tractations actuellement, ça s'est fait au niveau de l'Angola. Le pouvoir n'est pas favorable à la médiation de la CENCO et CC. Comment vous trouvez ça? Non, je crois que nous ne sommes pas d'accord pour qu'il y ait la médiation qui pourra se décider directement comme ça, comme pour dire que c'est la CENCO ou c'est elle qui pourra être le véritable médiateur de ces dialogues. Nous savons réellement que le véritable problème que nous avons pour le moment, c'est le régime en place. Ah, le véritable problème, c'est le régime en place. C'est le régime en place parce que il a fait quoi? C'est lui qui est à la base de la crise que nous avons à l'Est. C'est lui qui est à bon? Oui, mais si aujourd'hui nous n'arrivons pas, pas voir la paix, pourquoi? Mais nous avons quand même des gens qui dirigent ces pays. S'il n'y a pas la paix, qui est le responsable? C'est celui qui a la responsabilité de gérer les institutions. C'est comme ça que nous disons. Nous ne voulons pas que ce soit la CENCO. Là, c'est une question qui ne peut pas... Il faut d'abord qu'il y ait cette volonté. Par exemple, cette médiation angolaise, elle est vraiment impartiale. Elle n'a pas de tendance, elle n'a pas de couleur.
elle peut faciliter les Congolais de se retrouver autour d'une table, mais je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Ok. Parce que Joao Lourenço, il est en même temps président en exercice de l'Union africaine. Tout à fait. Et de ce point de vue... Mais alors, mais quand on parle des évêques de la Cinco, par exemple, ils sont allés, ils ont été reçus. Les informations qui ont fuité rapportent qu'ils refusent de participer au dialogue comme simples participants. Ils souhaitent être co-médiateurs. Non, ça c'est leur point de vue. Oui. Je n'ai pas suivi moi-même personnellement ça, mais c'est leur point de vue. Mais je crois que si nous avons un médiateur, les parties prenantes pourront toujours avoir un représentant qui va faire partie de ça pour qu'on harmonise les choses. Ça, c'est pas un problème. Okay. Pour l'harmonisation des choses, je crois que les médiateurs, là, surtout qui n'est pas congolais, c'est tout à fait normal qu'il y ait des représentants de différentes tendances au dialogue qui doivent aussi faire partie de cette équipe technique afin de préparer les véritables dialogues. Ah, mais réclamer pour dire qu'on soit co-modérateur directement, mais je crois que ce n'est pas mal, mais je ne pense pas que ça peut être une exigence. Monsieur Martin Konkole, vous souhaiteriez que ce dialogue se tienne où? À Kinshasa, à l'étranger ou à Goma? Parce que la FCM 23 souhaite que s'il y a un dialogue, il faut que ça se tienne à Goma. Le pouvoir souhaite que ça se tienne à Kinshasa. Il y a d'autres questions qu'il faut aller à l'étranger. Pourquoi vous parlez seulement d'M23 comme si ce sont eux qui sont les déterminants pour que les dialogues? C'est parmi des gens qui ont failli, c'est parmi des gens qui sont en train de nous endeuiller. C'est parmi des gens qui nous ont amenés à l'instabilité que nous avons aujourd'hui. Ah, ok. C'est parmi des gens qui continuent à créer l'insécurité dans notre pays. Ils ont les rapports des forces militaires. Bon, les rapports des forces militaires, ça fait combien d'années qu'ils ont traîné seulement là où ils sont? Donc, cette force-là, c'est une force, c'est vrai, mais ce n'est pas une force qui peut dépasser la force du peuple. Nous pensons, les liés, pour nous, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est d'abord cette volonté politique de nous retrouver. Que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur, nous ne trouvons pas d'inconvénients. Mais que ça ne soit pas une petite frange comme l'M23 qui va nous imposer que nous allons faire le dialogue chez eux. Là, nous ne trouvons pas vraiment la nécessité. Alors, parce que nous parlons du M23, justement, on va arriver aux enjeux de 2028. Mais avant de parler des enjeux de 2028, vous avez certainement suivi cette vidéo devenue virale du président rwandais Paul Kagame par rapport aux revendications territoriales. Le Rwanda revendique des terres au Congo. Ça pose problème avec les Congolais qui sont dans la FCM 23, qui sont dans les alliances avec le Rwanda. Comment avez-vous jugé cette sortie médiatique du président rwandais? Ça, c'est une bêtise, ça. Kagame est en train de blaguer. L'histoire de ce pays, ou l'histoire de ce monde, l'histoire de notre pays, il y a eu quand même des accords, il y a eu des conventions qui ont déterminé les limites. Depuis Léopold II, nous avions une configuration. Et à son temps-là, le Rwanda faisait partie du Congo. Après, il y a eu, en 1885, il y a eu la délimitation. Avec la conférence de Berlin. La conférence de Berlin. Kagame veut parler de quoi? C'est comme ça qu'il dit que c'est... Il veut redessiner. C'est une bêtise. Tout ça, c'est parce que nous avons un régime faible. On pouvait corriger Kagame. On pouvait peut-être l'amener dans une possibilité de pouvoir récupérer ces terres parce que ces terres-là appartenaient à nous. Ah, vous estimez que c'est parce que le régime est faible vis-à-vis... Mais il ose dire ça parce qu'il n'a pas de gens qui peuvent facilement les discipliner. Ok. Donc, en d'autres termes, Kagame, je disais que c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que l'histoire retrace les limites depuis, avant la colonisation, depuis la colonisation. Et ça, c'est connu. Et aujourd'hui, il veut nous en parler. C'est parce que peut-être on a eu à beaucoup l'aménager ou bien on a eu à beaucoup l'écouter. Mais si on avait réellement pris l'option de ne plus l'écouter, il aurait peut-être été discipliné. Les enjeux de 2028, c'est dans pratiquement 2 ans. Est-ce que vous estimez qu'il y a possibilité qu'on joue aux prolongations ou non, avec la situation d'occupation de 2 provinces du pays? Voilà pourquoi nous insistons, pour ne pas continuer à cracher sur la démocratie,
que nous avons hérité de nos pères de la démocratie, d'Étienne Tshisekedi et tant d'autres, nous estimons qu'il est souhaitable que nous restons dans le respect des textes qui nous régissent. Et nous ne voulons pas que nous arrivions vers la fin du mandat actuel de M. Tshisekedi sans que nous ayons reconquis l'intégrité territoriale. D'où la nécessité de cet entretien que nous souhaitons qu'on se retrouve autour d'une table, afin que tous les Congolais, nous décidons de pouvoir bouter dehors ceux qui sont venus nous déstabiliser, afin qu'on organise les élections. Pour organiser les élections, nous devons tenir compte. Jusqu'à ce jour, notre Constitution prévoit qu'en 2028, nous devons avoir des élections. Ah, ça, c'est ce que prévoit la Constitution, Oui. jusqu'à maintenant. Oui, mais nous nous disons, les pouvoirs en place que nous avons, est-ce que ce pouvoir ici de M. Tshisekedi est conscient de cette réalité? Est-ce que dans son agenda, les jours qu'il prêtait serment, il savait qu'il avait 5 ans pour organiser des élections? A-t-il pris des dispositions aujourd'hui pour commencer à préparer vraiment sa sortie? Et tout ça, nous nous disons, nous sommes là pour ça et nous nous battrons pour qu'on puisse respecter les textes de la République. Et nous devons organiser des élections. Il est possible, il est possible qu'à un certain moment, tenant compte peut-être de certaines circonstances, qu'il y ait peut-être un glissement. Mais je ne pense pas. En cas de force majeure. Je ne pense pas que nous pouvons accepter cette option-là parce que nous allons faire parler les textes de la République, la Constitution, qui ne nous demandent pas d'aller au-delà. Mais vous souhaitez qu'on puisse reconquérir l'intégrité territoriale avant 2028, c'est légitime, mais cette reconquête, elle n'est pas aussi magique ou automatique. Les tractations pour les dialogues, ça prend 2 jours. Hein. Oui, mais vous savez, avec ce qui se passe pour le moment, nous avons confiance à tout ce qui est en train de se mener comme des tractations en interne, en externe. Nous avions Ouvira qui était occupé. Les amis, les agresseurs se sont retirés. Ce n'est pas exclu qu'avant qu'on arrive au mois d'avril, ils se retirent de partout. De partout. Et je crois que nous aurons tout le temps de nous organiser pour qu'on ait les élections, pour qu'il n'y ait pas de prétexte de dire que nous n'avons pas pu le faire parce qu'il y a une partie. Alors, si je vous comprends bien, le ton qui est donné avec le retrait du M23 AFC de la ville d'Ouvira peut continuer à Bukavu, Goma, Bunagana et partout. Et là, ça rassure qu'on peut vraiment avoir un dialogue inclusif. Mais je crois qu'il suffit seulement qu'aujourd'hui, nous aboutissons aux négociations qui sont faites par le président de l'Angola. Automatiquement. Vous allez voir que nous pouvons nous retrouver autour de la table et les conclusions qui sortiront de cette table-là vont nous amener à la stabilité de notre pays. Mais parce que si cela n'est pas obtenu en 2028, on ne pourrait pas organiser les élections avec 2 provinces occupées ou des élections avec 24 provinces seulement, pas les 2 autres. Ça serait compliqué. Vous n'allez quand même pas demander ça, même si vous êtes de l'opposition. Non, je crois que nous ne voyons pas des choses dans cette manière-là. Okay. Nous sommes rassurés qu'avant qu'on arrive en 2028, nous aurons l'intégrité de notre pays et nous allons organiser des élections. 2028, c'est quand même aussi en même temps une échéance électorale très importante. Il y a quand même ceux qui estiment aussi que par rapport au fait que le leadership du président Tshisekedi a fait que Paul Kagame soit en difficulté, il ne fallait pas changer tout de suite le leadership à la tête du pays. Sinon, ça créerait des problèmes d'instabilité. Je ne sais pas, instabilité à quel niveau? Instabilité à quel niveau? Pour devenir président de la République chez nous ici, ce n'est pas un problème de nomination. C'est un problème de la volonté populaire, c'est un problème du respect du processus démocratique, c'est un problème d'acceptation des candidats qui se présenteront, chacun avec un programme. Oui. Vous voulez qu'on fasse faveur à qui? Pour quelle raison? Nous sommes conscients qu'en 2028, nous sommes en train, chez nous à l'Alliance pour le changement, nous sommes vraiment une véritable alternance pour la rupture. Et avec nous, il y aura du sérieux dans tout. Et nous estimons que 2028, ça sera un président de la République qui aurait réellement
toutes ses facultés pour faire respecter son pays. Parce qu'il y a certains Congolais qui craignent de voir que Tshisekedi soit remplacé par quelqu'un qui aurait de l'acquaintance avec le Rwanda, ce qui jetterait encore le pays dans la gueule du lion. Ah bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont... Nous, Jean-Marc Kabound n'a aucune relation avec les Rwandais. Alors, je ne vois pas comment on peut parler de Jean-Marc Kabound. Quelle acquaintance peut avoir Kagame? D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est plus acharné contre Kagame, je ne vois pas quelqu'un qui peut être acharné contre Kagame que Jean-Marc Kabound. Je me rappelle de Jean-Marc Kabound lors de sa conférence de presse. Il déplorait le fait que Tshisekedi accusait toujours le Rwanda, mais sans tirer aucun projectile au Rwanda. Heureusement, vous étiez là, vous avez suivi, c'est ça la position de l'Alliance pour le changement. C'est ça la position de Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound au pouvoir, je ne vois pas Kagame là. Je vous ai dit que tout ce qu'il fait, ça s'appelle bêtise. C'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas les discipliner. Donc, pour nous, ne donnez pas l'impression que Kagame là continuera encore à avoir de l'énergie avec nous. Nous voulons qu'on organise des élections. Nous voulons que vous voyez la dynamique que nous mettrons en place pour qu'un Congo soit un Congo fort. Mais la faute du président Tshisekedi serait à quel niveau lorsque vous regardez quand même notre armée avec la traîtrise, l'infiltration, toutes les arrestations des généraux? C'est une situation que le président Tshisekedi subit, non? Il subit ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça. Pourquoi? Parce que un chef de l'État qui a eu un premier mandat, okay, quand on vous élit, vous avez un programme. On vous élit, vous avez un programme. Vous le mettez en application. Il a été réélu, on lui a donné un deuxième mandat, c'est-à-dire il avait un programme de continuité. Vous voulez me dire aujourd'hui, au deuxième mandat, vous commencez à dire que vous avez été infiltré. Tout ce temps ici, vous faisiez quoi? Non. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas que vous me poussez sur ce terrain-là. Parce que c'est inconcevable, monsieur. Maintenant, vous me recevez à votre plateau ici. Et je commence à raconter des histoires. Est-ce que vous allez me laisser continuer? Vous allez me demander d'aide. Vous allez me ramener sur les rails. Ouais. C'est la même chose. Quand nous vous disons que le régime de M. Tshisekedi, c'est un régime faible, c'est par rapport à tout ça. Ok. Je ne vais pas entrer avec vous dans la gouvernance. Ouais. J'étais incoudé dans la gouvernance. Est-ce que vous pensez réellement que ces régimes... Dans la gouvernance, il y a aussi des problèmes. Oh. La gouvernance en interne. Non mais, vous pensez vraiment que nous sommes bien... Gratuité de l'enseignement, PDL 145, territoire. Continuez. Continuez. Il y a des projets, Chile-Gelou par exemple. Mais je t'informe, tu as déjà fait l'évaluation. Il y a la construction des universités. Mbujima, il y a eu une université. Bunya également. Kananga bientôt. Il y a tout ça. Il y a quand même le taux de dollar qui baisse. Et quand nous avons des fonctionnaires qui passent la bonne année sans être payés, vous trouvez ça normal? Quand il y a des embouteillages, c'est ça qui est incapable. Vous ne savez pas vous promener. Vous trouvez ça normal? Ça s'appelle, selon vous, bonne gouvernance. Quand vous avez des fonctionnaires qui sont impayés... Certains, pas tous. Mais qui sont ceux qui sont payés? Qui sont ceux qui sont payés? Si vous ne sentez pas des grognes partout, chez les médecins, chez les enseignants, vous voulez me dire, aujourd'hui vous dites Téléché. Vous avez évalué, ça fait combien? Je te donne le cas de mon propre territoire à moi. Ok. Chez moi, ni les 145 territoires, il n'y a rien. On n'a pas construit ni la maison communale, ni la maison du territoire. Les bureaux du territoire ne sont pas construits, les écoles ne sont pas construites. Chez moi, à Kabinda. Ok. Vous parlez des infrastructures. Les universités, on les a construites où? Sur 26 provinces, ou bien sur combien de territoires, combien d'universités ont été construites? En Bujimaï, dans l'ancien temps, Kabinda était lié au Kasaï oriental. Non, non, ça fait longtemps. On a démembré, c'est vrai, on a démembré. Ça fait longtemps. C'est devenu l'Omami. C'est devenu une province autonome, une province à part entière par rapport au Kasaï oriental. Vous n'allez pas dire parce qu'aujourd'hui on a construit une petite avenue en bougeant, vous dites que c'est l'Omami qui a pris. Une petite avenue. Même si on en construit 2 ou 3. Par rapport à d'autres provinces, ça fait quoi? Non, messieurs. Non, messieurs. Nous devons comprendre, le régime a failli, il y a beaucoup de choses. Vous savez, à la prise de pouvoir, le premier mandat,
on avait dit il n'y aura plus de cachots, ni au niveau de la police, ni au niveau des services. Aujourd'hui, M. Mamba, vous êtes journaliste, faites un tour. Combien déjà sont dans des cachots? Combien des arrestations arbitraires? La gouvernance elle-même, vous avez eu des cas. Il y a des gens qui sont peut-être qui n'ont rien fait mais qui sont arrêtés. Je ne vais pas parler du cas de Moutamba. Oui. Je ne vais pas parler de ces cas-là. Mais vous avez des cas. Ancien ministre d'État à la oui, justice. Mais il n'avait rien fait. Non, je ne sais pas. Selon tout ce que nous avions suivi avec vous, Oui. est-ce que ça méritait réellement ce qui a été réservé comme sort, comme sentence pour lui? Mais quand il y a des gens, quelqu'un comme, je cite, parce qu'il a dit devant la télévision, devant les journalistes, Oui, allez-y. l'ancien ministre, l'honorable Nicolas Kassati, il vous dit que l'argent, nous L'ancien partageons. ministre des Finances. Oui, nous partageons. Quand ça arrive, nous partageons. D'abord, et puis on va réfléchir après. Est-ce qu'on a déjà arrêté? On l'a déjà sanctionné? Et je ne vais pas vous citer tant de gens qui aujourd'hui sont au gouvernement. Certains sont au Sénat, d'autres à l'Assemblée. Des mauvais qui ont détourné. Mais après, on les laisse circuler. Vous trouvez est-ce que c'est ça la logique? Quand je vous dis que le régime est faible, c'est par rapport au principe que nous avions accepté. Nous avions accepté de défendre la démocratie. Est-ce qu'on est démocrate? Quand un ministre de l'Intérieur, il arrive à prendre une décision pour dire que les assemblées ne peuvent plus faire des motions contre le gouvernement, vous trouvez ça normal? C'est selon quelle disposition de la Constitution et de quelle loi? Et ça, on accepte, on tolère. Nous allons citer tant d'autres éléments qui justifient réellement qu'il y a une certaine faiblesse. Il y a vraiment une certaine faiblesse. Donc aujourd'hui, si la crise sécuritaire s'est développée au stade où on est actuellement, c'est dû à la faiblesse du régime en place. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que s'il y avait la rigueur, s'il y avait le respect de la Constitution, s'il y avait le respect des textes, je crois qu'il y aurait une discipline et les choses marcheraient proprement. Les FARDC ont repris le contrôle de la ville d'Uvira qui était gérée par l'AFCM 23, même si l'AFCM 23 auparavant avait annoncé son retrait, mais il ne s'était pas retiré. Là, ils se sont retirés, disant dans un communiqué qu'ils remettaient la ville à la disposition de la communauté internationale. Mais hier, dimanche, on a vu les FARDC prendre le contrôle de la ville. Comment trouvez-vous cela? Est-ce une entente ou une victoire unilatérale des FARDC sur les rebelles? Non, c'est une conséquence de certaines négociations. Rappelez-vous que Washington a parlé du désengagement à ce niveau-là. Rappelez-vous aussi que Doha a parlé dans l'accord de principe. Je crois que parmi les choses que nous dénonçons, c'est le non-respect des principes. Si réellement les gouvernements d'une part et les M23 d'autre part acceptaient, respectaient des engagements qu'ils prennent, c'est qu'on n'arriverait même pas à tout ça aujourd'hui. Peut-être les autres se seraient déjà retirés et nous nous retrouverons peut-être à un endroit où nous causons maintenant pour voir comment nous pouvons redresser notre pays. Mais c'est parce que les uns et les autres s'entêtent, ne veulent pas respecter des engagements. C'est même une des causes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On dit, nous nous mettons d'accord sur ce qui doit être comme solution de la crise, mais quand il faut passer par l'applicabilité des décisions prises, on ne les respecte pas, on les torpille. Voilà ce qui est à la base. Tout ça, c'est un problème, à un certain moment, de l'acteur politique de notre pays. Les Congolais politiques n'ont pas encore compris la nécessité de tenir à la parole donnée. N'ont pas encore compris la nécessité de respecter l'engagement donné. C'est ce qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si les gens ont peur, il y a même des gens qui ont des réserves par rapport au dialogue, ce qu'ils disent, mais les dialogues là, on ne sait pas est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va marcher? Tout ça, c'est par rapport à la versalité des Congolais qui, à un certain moment, ne savent pas respecter des principes. C'est comme ça que nous, à l'Alliance pour le changement, nous disons, une fois terminées, les résolutions doivent être respectées, exécutées conformément à l'équilibre des forces qui seraient décidées et acceptées par tout le monde. Et si on respecte ça, c'est fini, c'est ça le début du bonheur congolais. Lorsqu'on parle du dialogue, on voit également la décrispation politique. C'est vrai, au niveau de votre parti, vous avez déploré ce qui est arrivé lors des marches, des manifestations, les agressions physiques. Mais au niveau des autres partis,
Au PPRD, par exemple, on déplore les arrestations. Est-ce que vous estimez que ça crispe de plus en plus le climat politique? Non, je crois, monsieur le journaliste, nous, l'avantage que nous avons est d'être les véritables démocrates respectueux des textes. Je vais commencer par un aspect en rapport avec les PPRD que vous citez. Il semblerait que les PPRD, c'est un parti qui a été radié par les pouvoirs en place, selon les informations que nous avons. Mais les PPRD a une seule possibilité. Nous, en démocrate, nous aurions vu les PPRD aller saisir le Conseil d'État. Ok. Pour faire annuler cette décision. Une décision, s'il y en a. Oui. Mais il y avait juste une demande, si ce n'est pas encore officiel, une demande du parquet pour en arriver là. Voilà. En attendant, maintenant, si réellement vous vous retrouvez dans une situation où nous, en démocrate que nous sommes, en respectueux des textes que nous sommes, vous n'avez pas droit d'exercer. Vous n'avez pas droit d'exercer telle activité. Mais vous vous contentez maintenant à poser des actes en rapport avec les activités pour lesquelles vous êtes interdit d'exercer. Oui. Là, ça pose problème. Ça pose problème. Okay. Voilà là où nous avons un problème. Maintenant, nous ne disons pas que pour décrisper la situation, oui, il faut aller chercher à gérer même ceux que nous appelons des illégaux, des gens qui ne respectent pas des textes. Là, nous ne voulons pas. Nous laissons... Les illégaux, il faut les traiter comme tels. Voilà. Mais s'agissant du pouvoir maintenant en place, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. S'il s'agit de parler de ces cas-là, de ce qui se passe au niveau des amis de l'autre côté, si ce sont des fautes individuelles, il y a une procédure à suivre. Il y a un dossier judiciaire qui doit être suivi. Je ne sais pas s'il a été ouvert, il y a un dossier judiciaire qui a suivi, qui nous a amené à ces conclusions-là. Mais s'il n'y a pas ça, mais il faut qu'on respecte. C'est comme ça que nous vous avions dit que nous avons un régime faible au niveau des droits humains et des droits de l'homme. On ne respecte plus à certains moments des choses. Parmi tant, vous refusez, vous empêchez des marches. Parmi tant, vous ne permettez pas à ceux qui ne parlent pas, qui ne refusent pas comme vous, déposer des actes. Vous ne permettez pas à ceux qui ne pensent pas comme vous d'accéder à tel ou tel média. Et ça, c'est ce que nous condamnons. Nous condamnons parce que c'est une frustration de la démocratie. Et nous ne voulons pas qu'on prenne notre démocratie en otage. Et si on vous posait la question liée à la durée du dialogue, parce que vous ne voulez pas qu'on glisse par rapport aux enjeux de 2028, si on vous demandait pour vous, avec tout ce qui s'est fait, tractation, tenue de dialogue, il faut que ça prenne combien de temps et que ça se termine quand? En tout cas, s'il y a un minimum, une semaine, je crois que ça peut... Une semaine? J'ai dit, s'il y a un minimum, oui, une semaine. Pourquoi j'ai dit une semaine? Oui. Une semaine de travaux. Une semaine de travaux, hein? Une semaine de travaux. Je crois que... Ici, c'est donc là, le gros du travail se ferait en dehors des travaux. Parce que tout ce qui peut se faire maintenant, quand nous avions dit que les présidents angolais, en commençant à consulter les gens, il peut déjà voir les avis des uns des autres. Ouais. Les cahiers de charges, hein? En d'autres termes. C'est ce qu'on peut appeler le travail technique, c'est fait peut-être dans ces concertations-là. Mais quand on va décider de la mise en œuvre du dialogue effectif, je crois, nous avons une semaine au moins et 15 jours au plus, on peut terminer. Parce que c'est un problème qui concerne des Congolais. Sauf ceux qui peuvent venir avec des agendas qu'on ne sait pas calculer et qu'on ne sait pas découvrir. En réalité, vous allez chercher à tirer des choses en longueur. Pour quelles raisons? Ah, ok. Pour quelles raisons? Parce que nous avons besoin de la paix et nous avons besoin de l'intégrité de notre territoire et nous avons besoin du bien-être social de notre peuple. Vous allez chercher des complications. Pour quelles raisons? Voilà un peu la durée. Si nous avons, en dehors des travaux préparatifs, et nous avons une ou deux semaines, je crois qu'on peut terminer, on peut vider la question. Et les résolutions peuvent maintenant être prises. Et à ce moment-là, on fait l'équilibrage de l'exécution de ces différentes résolutions. Et nous pourrons facilement démarrer. C'est comme ça que nous disons que nous n'avons pas beaucoup de temps. Un mois, 2 mois, nous avons tout fini et nous avons redémarré avec une nouvelle vision. Et les élections peuvent s'organiser dans les délais. Et on va terminer par cette question, parce qu'on me fait signe que le temps qui m'a été imparti a fini. Quel devrait être le comportement des partis politiques, des groupements politiques en ce moment où on est dans les tractations pour le dialogue? Que faire? Une trêve
une trêve liée aux attaques des uns contre les autres, ou continuer à vivre une vie politique normale, comme auparavant? Non, mais je crois que pour les regroupements politiques, bien sûr de l'opposition, parce que nous pouvons aussi même parler aussi de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Le seul comportement responsable et nationaliste, c'est de pouvoir être ouvert et accepter. C'est tolérer, enfin qu'on se retrouve le plus vite possible pour qu'on résolve cette question. On n'a pas Il faut besoin. se tolérer. Hein. Il faut qu'on se tolère, qu'on s'accepte. Et ce n'est pas le moment de montrer des biceps pour dire que tel est plus fort, tel est plus faible. Non. Qu'on reconnaisse tous qu'il y a un problème, qui nécessite une résolution. Cette résolution doit venir du concours de tout le monde. Que les gens ne pensent pas que c'est leur discours là, en disant qu'ils vont terminer. Or, ça ne sera pas possible. Parce que les gens ont déjà des calculs. Hein. Les gens ont des calculs. Par exemple, vous souhaitez qu'à l'issue de ce dialogue, qu'il y ait élection, Jean-Marc Kabound puisse l'emporter par rapport à la présidentielle. Tout à fait. Et peut-être au niveau de l'Union sacrée, on réfléchit autrement. C'est peut-être ça qui va vous diviser et prendre beaucoup de temps. Parce qu'on réfléchit peut-être autrement, on dit, mais pourquoi pas réviser la Constitution pour permettre à Tshisekedi de revenir? Non, mais ça, c'est une question. Vous savez, monsieur les journalistes, chaque fois qu'il y a eu quelqu'un, un chef de l'État, élu démocratiquement, même par fraude, mais élu. Chaque fois qu'il y a eu un chef de l'État dans notre pays ici, élu, quand il a osé seulement soulever le ton de dire « je révise la Constitution », vous connaissez les conséquences. Vous connaissez les conséquences. Ça énerve. Non, vous connaissez les conséquences, le peuple se prend en charge. Ah, ok. Le peuple se prend en charge. Oui. Rappelez-vous, on peut aller dans l'histoire. Kabila, quand il a tenté de le faire, vous connaissez les conséquences. Tshisekedi, quand il a tenté de le faire, vous connaissez les conséquences. Je crois que réviser la Constitution, ce n'est pas un péché. C'est constitutionnel. On peut réviser certaines dispositions de la Constitution. Dire qu'on veut une nouvelle Constitution, ça c'est de la compétence du peuple. C'est de la compétence du peuple. Il y a une procédure aussi. Respecter toutes ces procédures-là, je crois qu'il n'y aura pas de... Mais quand vous tentez, les amis de l'Union sacrée, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, nous avions été avec Kabila ici. Ouais. À son deuxième mandat, il a tenté d'aligner son candidat avait échoué. Que l'Union sacrée s'entende réellement qu'en 2028, l'Union sacrée pourra aligner son candidat. Il va échouer. Ok. Il va échouer. Il va échouer parce qu'il n'a pas bien géré. Mais on peut... Vous savez, il y a quelque chose qu'on oubliait. Pour que vous continuez avec la pérennisation du pouvoir, Oui. il y a des exigences. Lesquelles? Vous devez respecter les textes. Vous devez rester dans l'accomplissement de la volonté du peuple. Oui. À Et ce là, moment-là, le peuple peut trouver la nécessité oui, de vous garder. dire, on peut vous reconduire. Maintenant, en vous reconduisant, c'est ça la difficulté. En vous reconduisant, ne pensez pas qu'on est obligé de vous reconduire, que vous, individu. Ok. Dans votre famille politique, on peut aussi avoir quelqu'un d'autre, parce que c'est la continuité du système, si le système est accepté par les gens. Ok. Ah, ok. Ok. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que ne nous volons pas la face. Ce qui constitue cette famille union sacrée, mais il y a à manger, à boire. Bon, heureusement que cette famille politique ne peut pas parler de ça. Mais nous savons au moins qu'ils ont échoué. Entre eux-mêmes, ils ne peuvent même pas... Ils ne s'entendront jamais pour se mettre d'accord sur un candidat. Ils s'entendront jamais. Non, mais je sais. On a fini pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Non, le mot de la fin, c'est une façon de vous dire que nous n'avions pas parlé quand même du parti. Nous sommes un jeune parti qui est dirigé par un leader de l'opposition, Jean-Marc Kabound. L'Alliance pour le changement, c'est un parti qui, aujourd'hui, au niveau de l'organisation du parti, nous avons 59 fédérations sur l'étendue nationale. 59 fédérations. Sur l'étendue nationale, sans compter des représentations extérieures. Et sur les 59 fédérations de la République, nous sommes implantés, nous existons sur 56 fédérations. Ah bon? Dans 3 ans. Allez-y comprendre. Ah bon? Et à l'extérieur, nous sommes représentés dans au moins 5
pays. Nous sommes du côté de l'Amérique, nous sommes en Europe, et sur place, nous sommes en train de réaliser des prouesses inexplicables. Et nous demandons, c'est pour moi l'occasion de demander à tous les autres amis de continuer à faire confiance à l'Alliance pour le changement et de venir massivement accompagner cet esprit, parce que c'est ça l'esprit qui reflète le bien-être social de notre peuple. Merci beaucoup, Monsieur Martin Mukonkole, député national honoraire. Vous êtes porte-parole, hein, secrétaire national adjoint et porte-parole de l'Alliance pour le changement. Secrétaire général adjoint. Ah, secrétaire Général adjoint. Général adjoint. Et Et porte-parole du parti de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Aboud. Merci d'avoir été sur ce plateau de la Ronde. Merci, c'est à moi de vous remercier, Merci. monsieur les journalistes. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros des Tables Rondes. Au revoir.